Vous allez assister dans quelques instants à la représentation des oiseaux en vol libre. Alors les oiseaux que vous allez voir évoluer devant vous sont majoritairement des rapaces, mais vous allez voir que notre spectacle tend à évoluer vers d'autres espèces. Vous pourrez par exemple admirer des échassiers. Alors tous les oiseaux que vous allez voir évoluer devant vous sont bien sûr tous nés en captivité. Le prélèvement dans la nature est aujourd'hui complètement interdit et leur détention est d'ailleurs extrêmement réglementée. Alors pour le bon déroulement du spectacle, je vais donner quelques petites consignes de sécurité qu'il va bien sûr falloir respecter. Alors tout d'abord, quand le spectacle aura commencé, merci de ne pas vous déplacer ou de ne pas vous lever dans les gradins. En effet, vous pourriez entrer en collision avec nos oiseaux, ce qui peut faire mal à l'oiseau bien évidemment, mais ainsi qu'à vous-même. Si vous voulez, venez vous installer encore avant que le spectacle démarre. Également, si un oiseau se pose dans les gradins parmi vous, alors surtout ne tendez pas la main, ou s'il passe près de vos têtes, ne levez pas les bras. Vous risquez encore de toucher nos oiseaux, et nos oiseaux ne sont pas du tout habitués à ce genre de contact. Ils risqueraient de prendre votre geste pour une agression. Ils pourraient alors vouloir se défendre d'un coup de bec ou d'un coup de patte, ce qui fait extrêmement mal. Et la dernière consigne va être la plus importante, il va s'agir des sachets de pop-corn et de toute forme de nourriture humaine. En effet, si vous en avez, cachez-les dans des sacs bien fermés, c'est la seule solution qui fonctionne. Plusieurs de nos oiseaux sont intéressés par la nourriture humaine, en particulier nos perroquets et nos vautours. Mais vous n'êtes pas sans savoir que cela ne fait absolument pas partie de leur régime alimentaire. S'ils en ingèrent, ils peuvent tomber extrêmement malades. Et en plus, quand ils commencent à manger du pop-corn et qu'ils ont la tête dans le sac, on ne peut plus les faire voler, on est obligé de les rentrer en volière et vous ne pourrez donc pas les voir évoluer, ce qui est dommage. Voilà, alors ces consignes sont simples, je compte sur vous et je vous souhaite par avance une agréable représentation. Et on va commencer ce spectacle avec des oiseaux colorés. Voici le premier qui nous rejoint. C'est Saphir, notre éclectus. Et il est rejoint par une de ses amies cacatoès, suivie de la deuxième. Alors l'éclectus comme les cacatoès sont des oiseaux qui ne sont pas menacés dans leur milieu naturel, ce qui est assez rare pour le souligner. Et c'est des oiseaux que l'on va retrouver en Océanie, en Australie et dans les petites îles alentours. Alors Saphir, c'est un éclectus mâle, on peut le savoir car il possède un plumage vert et un bec orange. En effet, ça va être une caractéristique des mâles. Les femelles vont avoir le plumage rouge et le bec noir. On dit qu'il y a un dimorphisme sexuel chez les éclectus. Alors nos perroquets évidemment ne mangent pas de viande, ils sont granivores et frugivores. Ils vont se nourrir de petites graines, mais aussi de fruits et de légumes. D'ailleurs, les récompenses que nous leur donnons en spectacle, ce sont des petites graines de tournesol, données entières avec la coque, et eux, juste à l'aide de leur bec, vont les décortiquer.
cacatoès sont très présents en Australie. On les retrouve beaucoup au niveau des champs quand ceux-ci viennent d'être semés. En effet, des fois, plusieurs milliers d'individus viennent manger toutes les petites graines qu'ils trouvent à la surface du sol. Et on va pouvoir féliciter Saphir qui nous quitte en premier. Alors les deux cacatoès que nous vous présentons, ce sont deux sœurs, Moon et Sun. Alors elles avaient déjà effectué des spectacles dans un autre parc auparavant, mais là-bas elles avaient pris une mauvaise habitude. En effet, à la fin du spectacle, elles partaient en direction du self et elles allaient se servir dans les assiettes du visiteur. Alors le parc nous a proposé de les prendre pour voir si un changement d'environnement pouvait leur passer leurs mauvaises habitudes. Et nous n'avons aucun souci à déplorer, elles sont très concentrées sur leur travail. Alors nous avons pris les deux individus puisque comme ce sont deux sœurs, il est compliqué de les séparer. En effet, les perroquets ils sont très proches entre eux et les séparer pourrait leur causer des problèmes psychologiques, une sorte de dépression qui chez les perroquets se traduit par un arrachage de plumes. Et on va pouvoir féliciter nos perroquets. Alors on va rentrer dans la famille des rapaces avec les plus petits. Pour commencer, voici le faucon cresserelle. Alors le faucon cresserelle est un petit oiseau très commun chez nous. On le voit souvent voler au-dessus des champs ou des routes. Et c'est un oiseau qui va faire un vol stationnaire, un vol que l'on va appeler le Saint-Esprit, et qui est tout simplement sa technique de chasse. On est sur place. Quand il chasse, le faucon cresserelle va donc faire ce vol stationnaire et il va attendre de repérer ses proies. Généralement, il mange de petits rongeurs et lorsqu'une souris ou une musaraigne pointe le bout de son nez, le faucon va alors piquer sur sa proie et la tuer. C'est impressionnant. J'ai l'impression de faire une pierre. Alors le premier individu qui nous a rejoint, c'est une femelle et elle est rejointe par son mâle actuellement sur la liste. Et là encore, il y a un dimorphisme sexuel chez les faucons cresserelles. Quand elle se rapprochera, vous pouvez voir que la femelle est entièrement marron avec des taches noires, alors que le mâle qui est en tourelle actuellement a la tête et la queue gris bleuté. Alors c'est un plumage qu'ils n'atteignent qu'à l'âge adulte. Lorsqu'ils sont jeunes, les faucons cresserelles sont comme la femelle, marron tacheté de noir. Alors on retrouve également les faucons cresserelles dans les villes et en particulier à Paris où ils vont le nicher dans les tours de la cathédrale Notre-Dame ou encore de la tour Eiffel. Et là leur régime va être un petit peu différent. Ils vont se nourrir essentiellement de petits moineaux qui pullulent dans la capitale.
petit mâle en tourelle a l'air d'apprécier le soleil. Et il a du mal à revenir au gant car il tient dans sa patte son jet, c'est-à-dire la lanière de cuir qu'ils ont aux pattes. Et là, tout simplement, il pense avoir une récompense dans la patte. Il va falloir qu'il se rende compte de son erreur pour retourner sur le gant de son fauconnier. Ah oui, d'accord. Attends, tu sais, ils ont une manière de cuire pour les connards. Et il dit là, il serre la lanière dans sa patte et il pense à faire le gros, ça récompense. Et il faut qu'il se rende compte de son erreur avant de cuire son. Si vous êtes bon observateur, en plus des jets aux pattes de nos oiseaux, vous pourrez voir de petits objets brillants. Ce sont des émetteurs. Alors nos oiseaux les portent soit au niveau des jets, soit au niveau de la queue. Et cela nous permet, si jamais l'oiseau s'éloigne un petit peu trop loin, de pouvoir le localiser. En effet, nous avons un récepteur qui nous indique dans quelle direction est parti l'oiseau. Alors ça ne les fait pas revenir, ce serait bien trop simple pour nous, mais ça nous indique quand même dans quelle direction partir chercher l'oiseau. Ah oui, il y en a un qui est là-haut. Tu l'as vu là, celui qui est là? Je sais. Il attend sa récompense. On va laisser notre petit mâle réfléchir. Alors les faucons sont des oiseaux qui sont taillés pour la vitesse. Alors ils ont une queue taillée au carré, des ailes en forme de lame de faux. En latin, ça se prononce falco, ce qui leur a valu leur nom de faucon. Il y a toujours le point. Et c'est d'ailleurs un faucon qui détient le record de vitesse du règne animal, le faucon pèlerin, qui lui en piqué peut atteindre les 310 km/h. Je l'ai dans mon livre des records. Alors nos deux faucons cresserelles sont nés ici au zoo de la Flèche. Ils sont frères et sœurs. Alors notre femelle a enfin elle aussi lâché son jet. Elle va pouvoir reprendre son envol. Si elle le veut bien, évidemment. Alors on ne peut pas évidemment forcer nos oiseaux à voler. Ce sont eux qui le décident. Et parfois il y a des jours où ils sont un petit peu moins motivés que d'autres. Forcément, eux, ils n'ont pas de repos. Et ça leur arrive de bien aimer se prélasser au soleil, surtout le matin. Bon, ils ont l'air décidément bien posés. Ce n'est pas grave, on va accueillir l'oiseau suivant. On va accueillir un rapace nocturne, une chouette. Voici Ulu, notre chouette leptogramme. Alors la chouette leptogramme est une chouette asiatique. C'est une chouette qui va vivre en forêt. Et vous pouvez voir qu'elle possède un plumage marron strié, ce qui lui permet un très bon camouflage quand elle est dans les arbres. Sacha. On n'a pas le droit. Ah tiens, c'est décidé. C'est décidé. Non, car les familles Alors Ulu est une chouette. Comment peut-on faire la différence entre chouette et Ulu? Alors vous pouvez voir que Ulu a une tête entièrement ronde.
Alors que les hiboux vont posséder 2 touffes de plumes sur la tête que l'on va appeler des aigrettes. Ces aigrettes, ce ne sont pas les oreilles de l'oiseau. Les oreilles, ce sont des petits trous de chaque côté de la tête. Les aigrettes sont simplement des touffes de plumes décoratives. Les scientifiques n'ayant pas encore trouvé à quoi elles servent pour l'oiseau, en attendant, elles nous servent à différencier les chouettes des hiboux. Les hiboux ont donc des aigrettes et les chouettes la tête entièrement ronde. Alors vous pouvez voir que Ulu a une grande mobilité de tête. Alors ça va être comme ça chez tous les rapaces nocturnes. En effet, ils peuvent tourner la tête à 270 degrés de chaque côté. Ils ne sont pas bloqués comme nous par leur cervicale. Et cela va compenser le fait que leurs yeux sont fixes dans leurs orbites. Comme ils ne peuvent pas tourner les yeux, ils tournent la tête. Alors vous pouvez voir que Ulu n'a aucun souci pour évoluer en plein jour, bien que ce soit un rapace nocturne. Alors en fait, si les chouettes et les hiboux vont vivre la nuit, c'est tout simplement parce qu'ils sont bien mieux adaptés au monde de la nuit. Tout d'abord, ils possèdent un vol entièrement silencieux. Ils vont également avoir une excellente vue qui va leur permettre de voir dans le noir, un petit peu comme les chats. Et enfin, ils vont posséder un sens de nuit extrêmement développé. Ces 3 caractéristiques en font des prédateurs nocturnes redoutables. Et ce sont des oiseaux qui vont chasser principalement des petits rongeurs, qui eux sortent également beaucoup plus la nuit. Allez, on va demander un dernier appel à notre chouette leptogramme. Alors n'essayez pas de l'appeler, hein, parce qu'avec son ouïe très développée, du coup, le moindre bruit lui fait tourner la tête et elle perd sa concentration sur son cocon. Voilà, on va pouvoir féliciter Ulu, c'était notre chouette lectogramme. Alors, on va passer chez les rapaces, nos petits lions, pardon. On va accueillir un aigle, le plus petit. Pour commencer, voici notre aigle ravisseur. Alors, l'oiseau que nous vous présentons, c'est Sohan, un mâle aigle ravisseur. Alors chez les aigles ravisseurs, il n'y a pas de dimorphisme sexuel, il n'y a pas de différence de couleur entre mâle et femelle. La seule différence qu'il va y avoir, c'est que le mâle sera plus petit que la femelle, environ d'un tiers. D'ailleurs en fauconnerie, on va l'appeler le tiercelet, et la femelle sera, elle, appelée la forme, car c'est elle qui possède les formes de référence pour l'espèce. L'aigle ravisseur est un oiseau que l'on va retrouver principalement en Afrique et un petit peu au sud de l'Asie. Et son nom d'aigle ravisseur, lui, vient de sa mère. En effet, c'est un rapace qui va chasser, mais très peu. Il va surtout attendre qu'un autre rapace lui chasse. Il va alors s'approcher, lui faire peur et lui donner sa proie. Cela permet d'économiser son énergie, car il faut savoir que dans la nature, environ 8 chasses sur 10 sont un échec. Ce sont donc de l'énergie dépensée pour rien. Voler la proie aux autres est donc bien plus intelligent. Et on va pouvoir féliciter notre aigle ravisseur pour Et
Et on va accueillir un autre aigle. Alors celui-là, un aigle que vous avez sûrement déjà vu en photo ou sur internet. Un aigle très connu, symbole des États-Unis. Il est encore vénéré par les Indiens d'Amérique. Voici notre pigargue à tête blanche. Notre femelle, Cheyenne, qui est âgée de 17 ans. Et si je vous donne l'âge de Cheyenne, c'est tout simplement pour vous dire que c'est un oiseau adulte. On peut le savoir car elle possède la tête et la queue entièrement blanche. C'est une caractéristique des pigargues adultes. En effet, les jeunes vont être entièrement noirs. Ils ne vont acquérir ce joli plumage qu'à l'âge de leurs 7 ans, à l'âge où ils sont prêts à se reproduire. Le pigargue à tête blanche est un oiseau que l'on va retrouver au nord des États-Unis et au Canada. C'est un oiseau qui va vivre auprès des lacs et des rivières, car c'est un oiseau pêcheur. Alors lorsqu'il pêche, le pigargue ne va pas plonger, il va simplement effleurer la surface de l'eau. On dit alors qu'il écume. Il va ainsi récupérer des poissons qui remontent du lait. Et pour maintenir les poissons, il possède sur ses serres de petites aspérités rugueuses. Les poissons étant effectivement très glissants. Ouais, on en a vu en Suède. Alors il existe plusieurs espèces de pigargues dans le monde. Ils ont tous au moins la queue blanche. On retrouve le pigargue vocifère en Afrique, le pigargue stellaire en Asie. Et en Europe, nous possédons également un pigargue, le pigargue à queue blanche, un petit peu plus gros que le tête blanche ici présent. On va demander un dernier envol à Cheyenne. Admirez-la bien encore un peu. C'est joli le Cheyenne. Mesdames, messieurs les enfants, c'était notre pigargue à tête blanche. Et on va maintenant accueillir les rapaces charognards. Alors les plus petits vont nous rejoindre pour commencer. Voici les vautours au rat. Alors le vautour au rat est un petit vautour sud-américain. C'est un vautour, vous allez le voir, qui vole extrêmement bas. Il se laisse glisser sur l'air sans battre quasiment des ailes. Il utilise un vol que l'on dit un vol plané. C'est un vol à économie d'énergie. C'est également un oiseau qui va posséder une caractéristique dans la famille des rapaces. Une caractéristique rare, c'est un oiseau qui va avoir un odorat, ce qui va lui être très pratique pour la recherche de charognes. Oh, il y en a un dans la cabane. Alors maintenant qu'on a vu les petits vautours, on va passer à la taille supérieure. Voici nos gros vautours. Qui nous a rejoint actuellement sur la tourelle avec Tanguy. C'est un vautour fauve, un vautour que l'on va retrouver dans nos montagnes françaises. Et il est accompagné d'un vautour un petit peu plus petit, le vautour à dos blanc, qui lui est un vautour strictement africain. Dos blanc.
Alors les vautours sont bien sûr des oiseaux charognards. Ils ne se nourrissent que d'animaux morts, ils ne peuvent pas chasser. Et d'ailleurs, ils ne possèdent aucune force dans leurs pattes. Ils seraient donc bien incapables de chasser. Et ils ont longtemps été menacés, car on pensait quand même qu'ils pouvaient emmener du bétail ou encore les enfants dans les vers. Alors ce n'est absolument pas possible. La seule force qu'ils possèdent réside dans leur gros bec, qui lui par contre est capable de déchirer du cuir. Alors il existe plusieurs espèces de vautours en France. Le vautour fauve, donc, que l'on peut voir dans les Pyrénées et les Cévennes. Mais on retrouve également le vautour moine, qui est le plus grand vautour européen. Le vautour percnotaire, un petit vautour blanc qui est migrateur. Et enfin les plus chanceux pourront observer le gypaète barbu, qui lui est un vautour mangeur et casseur d'os. Il est parti là-bas, là. On n'avait pas vu cela. Allez, ça va être l'heure de la rentrée. Et faites attention, pour certains, ça risque de passer un petit peu plus bas. Voilà qui est fait pour notre grand vautour fauve Luigi. Il va être rejoint par Popeye. Alors Popeye préfère toujours avoir son fauconnier pour lui tout seul. Il attend donc que Luigi soit rentré pour rentrer à son tour. Et on va pouvoir féliciter les gros vautours. Alors on va quitter la famille des rapaces, même si les vautours au rat vont rester encore un petit peu avec nous. Et on va rentrer dans la famille des bucorvidés. Alors qu'est-ce qu'un bucorvidé? Vous allez voir, c'est tout simplement un calao. Le temps pour lui de monter sur le sol de la tourelle. Voici Fanzi, notre calao terrestre d'Abyssinie. Toujours ces chansons avec lui parce qu'il y a les marres. Il y a les musiques avec le pays. Alors il existe deux espèces de calao terrestres, le calao terrestre de Leadbeater et celui d'Abyssinie. Calao terrestre tout simplement parce que ce sont des oiseaux qui vont passer leur temps majoritairement au sol. Ils ne vont garder le vol que pour réellement fuir rapidement. Et ce sont des oiseaux qui sont extrêmement bien adaptés à la marche. Vous voyez qu'ils possèdent de longues pattes qui leur permettent d'avoir la tête au-dessus des hautes herbes. Et ils possèdent également un long bec pour fouiller les hautes herbes et récupérer leur proie. Ce sont des oiseaux qui vont chasser essentiellement des lézards et des serpents. Alors vous pouvez voir au-dessus du bec de Fanzi, un casque, cette petite excroissance. Alors tous les calaos vont posséder un casque, simplement le casque va changer de forme et de couleur en fonction de l'espèce.
Alors le calao est un oiseau que l'on va retrouver dans les pays au sud du Sahara. Et là-bas, il n'a pas vraiment très bonne réputation. En effet, souvent les villageois le chassent car il a l'habitude de casser les vitres des maisons. En effet, il y voit là son propre reflet, mais pense qu'il y a un potentiel concurrent face à lui. Les chiots avec les grands reflets, ils ont peur. Alors Fonzie a une grande passion pour le jardinage. Donc dès qu'il sort de sa volière, il aime bien jouer avec toutes les petites branches et les feuilles qu'il peut trouver. C'est un oiseau qui est né en 2012 et qui est extrêmement joueur. Nous passons avec lui de très bons moments. Allez, un dernier passage pour Fonzie. Admirez chez lui les plumes aux extrémités de ses ailes qui sont entièrement blanches. On les appelle les réniches primaires et on ne les voit que lorsqu'ils volent. Et on va pouvoir applaudir Fonzie, notre calao terrestre. On change une dernière fois des familles, on va accueillir les échassiers avec les plus petits pour commencer. Voici les hérons garde-boue. Alors le héron garde-bœuf est un proche cousin du héron cendré que l'on trouve par chez nous, à la différence que le héron cendré va être un petit peu plus grand et de couleur grise. Le héron garde-bœuf est à l'origine un oiseau africain. C'est lui d'ailleurs que l'on retrouve souvent sur le dos des grands herbivores. Il est tout simplement là pour les déparasiter, ce qui lui a valu son nom de héron garde-bœuf. Alors bien qu'à l'origine c'est un oiseau africain, aujourd'hui on le retrouve sur tous les continents. Il n'est d'ailleurs pas rare qu'on en croise en France, il y en a pas mal en Camargue, mais également ici autour du zoo de la Flèche, on peut faire régulièrement l'observation d'individus sauvages. En même temps. Alors vous pouvez voir qu'avec nos héros, nous ne portons pas de gants. En effet, ils ne vont pas avoir des serres, ils vont tout simplement avoir de petites griffes. Nous ne risquons rien. Ils sont rejoints par des échassiers beaucoup plus grands. Voici nos magnifiques cigognes blanches. Alors vous avez entendu, les cigognes claquent du bec. C'est tout simplement leur mode de communication. Les cigognes ne poussent pas de cris. Elles vont simplement claquer du bec pour communiquer entre elles. C'est le calao, On le voit, on le voit celle-là. Les cigognes sont elles aussi des oiseaux migrateurs. Alors ce sont des oiseaux qui à chaque retour de migration
Vous revenez sur le même nid. Le mâle va d'abord revenir en premier. Il va rajouter de nombreux branchages sur le nid de l'année précédente. Cela va construire des nids qui peuvent être extrêmement lourds. Et le nid que l'on a retrouvé le plus lourd pesait près de 100 kg. Alors bien que ce soit à l'origine des oiseaux migrateurs, aujourd'hui il n'est pas rare de trouver des cigognes sédentaires, c'est-à-dire qu'elles vont rester toute l'année au même endroit. Et en France, le gros de la population se trouve en Alsace. La cigogne est un oiseau carnivore, elle aussi. Elle va se nourrir à l'aide de son grand bec qui va lui servir de poignard. Et elle va chasser de petites proies, comme par exemple de petits poissons, des batraciens ou encore de petits oiseaux qu'elle va trouver dans les marécages. Alors le véritable travail que nous demandons à nos cigognes tous les jours, c'est de partir en plaine, comme le fait la première de nos cigognes. Et elles vont y rechercher là-bas des conditions de vol intéressantes. Elles vont particulièrement rechercher des thermiques, c'est-à-dire des courants d'air ascendants. Mais pour que ces thermiques se forment, il faut un petit peu de vent et un petit peu de chaleur. Alors là, on ne voit pas spécialement beaucoup d'oiseaux sauvages en vol. Ça doit être parce qu'il n'y a pas de thermique. Et d'ailleurs, nos cigognes l'ont bien compris, puisqu'elles préfèrent rester sur la pelouse devant vous, ce qui vous permet de les admirer de plus près. Et je vais d'ailleurs aller les rejoindre pour vous saluer une dernière fois. Dis-moi ça. Il y avait un pigeon qui est passé, tu sais, en rose. J'ai moi dans ma tête, j'ai fait très intéressant. Regardez, Et c'est avec nos magnifiques cigognes blanches que l'on va achever notre spectacle. J'espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie et en celle de nos oiseaux. J'espère que vous en aurez appris un petit peu plus sur les rapaces qui sont aujourd'hui tous protégés en France. Ils sont essentiels à notre écosystème. Alors protégeons les rapaces, mais également les autres prédateurs comme le loup, l'ours ou le lynx. Ils sont essentiels à la bonne santé de notre nature. Si vous avez des questions, je reste au niveau de la pelouse pour y répondre avec plaisir. N'hésitez pas à rouvrir les portes de chaque côté pour pouvoir circuler. Et au nom de toute la fauconnerie, je vous souhaite une bonne journée au zoo de la Flèche. Avant de partir.